Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. La grève générale décrétée par le travailleur des expatriés. Merci de choisir Ecofin Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. Tout d'abord, le ministre de l'Industrie et du Développement des PME, Louatoum, a accordé une audience au comité de pilotage de la conférence de diamants de la République démocratique du Congo le mardi 22 juillet 2025 dans son cabinet de travail. Ce dernier a présenté une feuille de route en rapport avec cette conférence prévue au mois d'août prochain en vue de valoriser la commercialisation de diamants extraits en milieux ruraux et la diversification de l'économie rurale. Regardez. Au cours de cette audience accordée par le ministre de l'Industrie, le comité de pilotage de la conférence sur les diamants de la RDC a présenté une feuille de route en rapport avec cette activité prévue le 20 août prochain. Il est prévu au cours de la dite conférence une série d'ateliers de formation dans différentes provinces de l'espace Grand Kasaï avec les artisanaux miniers en vue de les sensibiliser et de les préparer pour les conduire vers la formalisation, la bancarisation et la structuration. Nous avons été reçus par le ministre dans le cadre de notre activité dénommée RDC Diamond Conference. Nous avons pu dresser la feuille de route avec le ministre en rapport avec nos activités de la RDC Diamond Conference. Le 20 août, il est prévu une série des ateliers de formation dans les différentes provinces du Grand Kasaï avec les artisanaux miniers en vue de les préparer, de les sensibiliser pour les formaliser, les structurer et les bancariser afin d'être contractants et préparer notre activité du mois de novembre à Chicago, où nous allons organiser une rencontre avec un réseau d'hommes d'affaires, acheteurs américains. Cette activité est placée sous le haut patronat du chef de l'État. Nous serons accompagnés par le ministère. Une initiative fortement poussée pour diversifier l'économie et créer de meilleures conditions pour ces milieux d'acteurs vivant dans les milieux ruraux d'où proviennent les minéraux, dont le diamant. Une aubaine pour développer l'économie rurale afin d'échanger les donnes du diamant de pauvreté à celles de diamant de développement. L'inspecteur général des finances, chef de service de l'IGF, Christophe Bitassi-Mouabaï, a accordé le mardi 22 juillet une série d'audiences aux délégations des deux entités. Avec Rabobank, le partenaire financier de l'IGF, il était question d'évaluer le terme de leur collaboration. Par ailleurs, avec les centres économiques d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, il était question de prendre contact avec les nouveaux gendarmes des finances publiques. Images et commentaires. Mardi 22 juillet n'a pas été de tout repos à l'inspection générale de finances. Le chef de service, Christophe Bitassi-Mouabaï, a eu successivement 2 séances de travail avec les délégations de 2 entreprises, l'une publique et l'autre privée. Accompagné du chef de service adjoint Emmanuel Tibingou, de l'inspecteur général de finances coordonnateur Hermani Eleza et du coordonnateur adjoint Henri-Paul Kazadi, le numéro 1 de l'IGF s'est en premier lieu entretenu avec les représentants de la Rabobank, un partenaire financier de l'IGF en matière d'opérations financières. Il était question pour cette délégation de prendre langue avec le numéro 1 de l'IGF afin de voir dans quelle mesure poursuivre et améliorer cette collaboration financière. En début d'après-midi, c'était au tour de la délégation du Centre d'expertise d'évaluation et des certifications de substances minérales précieuses et semi-précieuses. L'objet de la rencontre, prise de contact avec le nouveau leadership de l'IGF pour mettre en place le mécanisme d'un encadrement du CEC. Pour le directeur général de cet établissement public, Freddy Mwamba, cette rencontre a permis de jeter les bases d'une collaboration qui s'inscrit dans la logique de l'instruction donnée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, visant l'implémentation des laboratoires du CEC. Nous sommes venus voir l'inspecteur général chef de service, d'abord pour présenter nos civilités et pour échanger sur les questions en rapport avec la gestion du CEC. Et comme vous savez, nous sommes en train de répondre
à l'instruction du chef de l'État en ce qui concerne l'implémentation des laboratoires. Et nous avions écrit à l'époque pour demander l'accompagnement de l'IGF. Et comme il y a un nouveau inspecteur, nous sommes venus le voir pour voir, d'abord examiner, évaluer les niveaux d'exécution et puis voir des possibilités pour la continuité. Et nous avons trouvé une oreille bien attentive. Il nous a conseillé, promulgué des conseils pour que nous puissions réussir notre mission et nous sortons vraiment satisfaits. Soulignons que l'IGF poursuit sans relâche son engagement à travailler avec tous les gestionnaires dans un climat apaisé, comme voulu par le président de la République. Ici est de noter également que l'IGF se trouve actuellement dans plusieurs missions d'encadrement dans les établissements publics et entreprises du portefeuille de l'État. La signature d'un accord économique et commercial entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis, fixé désormais entre août et septembre prochain, et son impact sur le projet DP World relatif à la construction du port en eau profonde de Banana dans le Congo central, a été au centre d'une réunion stratégique le mardi 22 juillet 2025 à Kinshasa. Suivez. C'est le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku et l'ambassadeur des Émirats arabes unis en RDC, Anwar Othman Baroud Al-Baroudi, qui étaient les principaux acteurs de cette rencontre. Cet accord prévu va définir d'autres types de facilités pour consolider la coopération économique et commerciale entre ces deux pays, avec par exemple la perspective de l'ouverture de la ligne aérienne Kinshasa-Dubaï à travers Emirates Airlines. Au nom du gouvernement congolais, le ministre du Commerce extérieur a salué cette coopération car grâce au président de la République Félix Tshisekedi, la RDC consolide davantage sa diplomatie économique et commerciale en se positionnant comme un des acteurs majeurs dans le commerce international. Par ailleurs, cet accord prochain est une bonne nouvelle pour les commerçants transfrontaliers basés dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu qui vont bénéficier des activités de subventions qui seront lancées le 15 août 2025 à Uvira par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku. Et ce, dans le cadre du projet de facilitation du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs, financé par la Banque mondiale. Ces subventions s'inscrivent dans le but de soutenir, entre autres, le produit des chaînes de valeur sélectionnées à grand potentiel à exportation et les femmes et les jeunes regroupés au sein des associations et coopératives. Le ministre du Commerce extérieur a insisté sur le caractère rotatif dans l'octroi de ces subventions. Et sous peu, le ministère du secteur devra procéder au lancement de travaux de construction des infrastructures pour faciliter le commerce transfrontalier dans la province du Sud Kivu, dans le port à arrêt unique des Kavimvira, des Nyamoma, des Rubenga et du Kamanyola. Je l'annonce au sommaire de ces journaux, les sociétés membres de l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille, ANEP en sigle, ont été conviées ce mercredi 23 juillet au siège du secrétariat exécutif de cette structure à une réunion d'évaluation de la situation fiscale et sociale au sein des entreprises et établissements publics en vue de relever les difficultés et contraintes rencontrées dans le paiement et d'envisager les échanges avec les organes attitrés, une situation fiscale jugée mitigée par Patrick Ngoulou, secrétaire exécutif de cette structure. Un reporter Jonathan Makila et Edi Boma étaient sur le lieu. Organisée au siège du secrétariat exécutif de l'ANEP à Kinshasa, cette rencontre a permis aux entreprises et établissements publics membres de cette structure d'évaluer leur situation fiscale due à la DGI et DGRAD, la situation sociale due à la CNSS, ainsi que la situation patronale due à l'INPP et l'ONEM, question de relever les difficultés et contraintes rencontrées dans les paiements et d'envisager les échanges avec les organes attitrés. Une réunion qui a également permis aux participants de discuter autour des différents défis qui empêchent ces unités économiques de payer aisément ou de respecter leurs obligations fiscales, a laissé entendre Patrick Ngoulou, secrétaire exécutif de l'ANEP. Il était question d'évaluer un peu, d'identifier les contraintes qui empêchent ces unités économiques de payer aisément ou de respecter leurs obligations fiscales. Et au cours de la réunion, il a été retenu notamment que le poids de la dette fiscale
ainsi que les pénalités qui en résultent constituent un goulot d'étranglement pour ces entreprises. Après avoir évalué la situation fiscale de ces entreprises membres de la NEP, Patrick Ngoulou estime qu'elle reste mitigée suite aux problématiques liées notamment aux excédents de gestion. La situation est mitigée. Il y a un problème en ce qui concerne les excédents de gestion. Les entreprises ont estimé anormal que les établissements publics qui présentent les états financiers négatifs continuent à payer les excédents de gestion qui n'existent pas. Depuis la patrouille financière initiée par l'inspecteur général des finances de l'époque, M. Gilles Alinguete, ces entreprises honorent, toutes ces entreprises et établissements publics honorent aisément leurs obligations fiscales. Ces entreprises publiques ont par ailleurs salué les efforts du président de la République Félix Tshisekedi visant à pacifier l'ensemble du territoire national. Nous avons aussi salué les efforts entrepris par son Excellence Monsieur le Président de la République pour restaurer la paix dans l'ensemble du territoire national, gage du développement économique. Hormis les membres de la NEP, les principales régies financières, notamment la DGI et la DGRAD, ont pris part à cette rencontre. Autre chose dans ces journaux, la tendance reste stable pour la politique monétaire en République démocratique du Congo. Le principal taux directeur de la Banque centrale du Congo a été maintenu pour la troisième fois depuis les débuts de cette année à 25%. La décision a été prise le 18 juillet dernier lors de la troisième réunion du comité de politique monétaire présidé par Kabedi Malangou, gouverneur de la Banque centrale du Congo. Les explications de Igor Biwaka. C'est au regard de l'accroissement de risques et incertitudes auxquels se heurte l'économie congolaise que le comité de politique monétaire a décidé de maintenir stable son principal taux directeur fixé à 25%. Ce, pour la troisième fois consécutive depuis le début de cette année. Cette orientation restrictive de la politique monétaire renforce sur le plan interne les mesures prises pour faire face à la surchauffe. Sur ce, le CPM a noté le renforcement de la stabilité du cadre macroéconomique observé depuis la seconde moitié 2024. Il s'agit entre autres de l'inflation qui, en glissement annuel, s'est établie à 8,4% fin juin 2025 contre 20,7% à la période correspondante de 2024. Globalement, le taux de change s'est maintenu stable. Établi à 5,3%, la projection de la croissance économique demeure tout autant positive. Le secteur extractif qui soutient l'économie nationale reste très dynamique. Le taux d'inflation est projeté à 7,8% et revenant à 11,7% une année plus tôt. Par ailleurs, le CPM, à l'issue de cette réunion, a recommandé un suivi plus rigoureux des développements économiques internes et externes afin de permettre à la BCC de prendre promptement toutes mesures correctives qui pourraient être nécessaires. La prochaine réunion est prévue pour le 14 octobre 2025. L'identification biométrique dans l'administration publique vise notamment à moderniser et à sécuriser la gestion des agents de l'État. Lancée depuis 2024 par Samalou Kondé, alors Premier ministre, cette opération d'identification biométrique s'est poursuivie au national comme l'international. Retour vers ces processus dont l'importance est ici mise en lumière par Betty Tonfumo. L'opération de l'identification biométrique dans l'administration publique vise à moderniser et à sécuriser la gestion des agents de l'État en créant une base de données fiable et à lutter contre la corruption et la fraude. Avec cette opération, l'État sera en mesure d'attribuer un identifiant unique à chaque agent, facilitant ainsi la gestion des effectifs, les suivis de carrière et la lutte contre les anomalies telles que le doublon des agents fictifs ou les cumuls des primes, comme le soutient ici Jean-Pierre Liao, VPM de la fonction publique. Et cette maîtrise des effectifs a plusieurs objectifs, pas seulement techniques, oui, techniques aussi, parce que ça va ici nous permettre de créer les triptyques numérisés, un agent, un poste, un salaire. L'objectif est aussi politique et économique à la fois. Parce que, bien sûr, je parlais de la masse salariale, une opération qui
nous permet de dégager des économies qui étaient gaspillées par cette fraude à la rémunération. Et ces économies peuvent nous permettre une meilleure inclusion salariale, en ce compris des agents, disons, de fonctionnaires diplomatiques, mais aussi de faire en sorte qu'une partie de ces économies puisse être affectée à d'autres dépenses économiques et sociales. En créant une base de données précise et unique pour chaque agent, il devient donc difficile de frauder ou de cumuler des postes fictifs, ce qui permet de réaliser des économies et mieux gérer les ressources publiques. Après l'administration centrale à Kinshasa, c'était le tour des différentes missions diplomatiques en Europe, précisément en Belgique et en France. Depuis lors, les processus semblent se figer. L'opinion publique reste à l'attente de la suite. Je l'ai également fait mention au sommaire de ces journaux. La grève décrétée par le travailleur de magasins des expatriés, principalement le chinois et indo-pakistanais, a été partiellement levée ce mercredi 23 juillet 2025, ce à la suite d'une rencontre tenue un jour plus tôt entre les employeurs et la délégation syndicale de ces employés. La reprise effective des activités dépendra de la mise en œuvre effective du SMIG, tel qu'est dicté dans le décret gouvernemental. Benita Isiabo, Michel Nkashama et Djumanana. Actualiser les SMIG, tel que prévu dans les décrets gouvernementaux, c'est ce qu'exigent ces travailleurs des magasins chinois et indo-pakistanais. Leur revendication a conduit à un mouvement de grève à ces jours partiellement levé. C'est après une rencontre avec leurs employeurs. Le président du syndicat des travailleurs, joint au téléphone, explique. Ici, on va faire acte d'engagement qui va au foot. Travailleur a signé, employeur pas signé. Donc, c'était juste ça. Et puis, malheureusement, l'effectivité de ces résolutions tarde à se matérialiser dans certains magasins, ont expliqué ces travailleurs. La grève a été observée pendant 2 jours, réclamant l'application du nouveau SMIG, tel qu'est annoncé par les ministres. Mais aujourd'hui, nous avons commencé les activités à 12 heures, après les résolutions d'une réunion tenue hier avec nos employeurs et les présidents du syndicat de marché. Nous attendons fermement la réaction des autorités pour des solutions idoines. Dans la même optique, les travailleurs œuvrant chez les Indo-Pakistanais n'ont pas manqué de manifester leur ras-le-bol face au traitement dont ils sont victimes. On a bel et bien entendu que le ministre avait confirmé l'augmentation des SMIC à 14 500. Mais jusque-là, nous ne sommes que, on peut dire, à moyen bas. Donc là, on est toujours dans le même programme. Donc ils nous ont promis que non, c'est le mois passé, plutôt le mois passé. Donc on aura vu, on pourrait voir peut-être le changement concernant le programme des salaires. Mais jusque-là, on est toujours la même chose. Rappelons que ces travailleurs exigent la mise en application du nouveau salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG, dont les premiers volets, évalués à 14 000 francs congolais, soit 5 $ américains, est entré en vigueur depuis mai 2025. Quittons la ville de Kinshasa pour le Lualaba. Représentant la gouverneure de province, les vice-gouverneurs de province a présidé mardi 22 juillet la cérémonie des présentations de la bourse Excellencia Lualaba Bora aux opérateurs économiques et acteurs politiques de la région. Le coordonnateur de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a évoqué les objectifs poursuivis par l'exécutif provincial et cette fondation en appuyant l'initiative qui vise à promouvoir une formation compétitive de la jeunesse. Clément Mufunji a appelé les opérateurs économiques à emboîter le pas de la gouverneure Masuka. Le vice-gouverneur Clément Mufunji Chinatkal a présidé ce mardi 22 juillet 2025 dans la salle de conférence de l'hôtel du gouvernement la cérémonie de présentation du programme Excellencia Lualaba Bora aux opérateurs économiques et chefs d'entreprise œuvrant dans cette partie du pays. Le coordonnateur de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, Joël Mukubikwa, a donné quelques statistiques de la bourse Lualaba Bora depuis sa mise en œuvre en 2023 jusqu'en 2024. Au total, 121 étudiants du Lualaba ont bénéficié de cette bourse au cours des 3 éditions. Parmi eux, 101
au niveau local et 20 au niveau international. Il a également donné les objectifs poursuivis par la Fondation Denise Nyakirou en organisant la bourse excellentielle Lualaba en partenariat avec le gouvernement provincial du Lualaba qui dirige la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi. L'idée c'est d'avoir la main-d'œuvre qui est qualifiée pour pouvoir soutenir les entreprises locales, soutenir la province dans son développement. Premièrement, nous aider en acceptant le jeune boursier dans vos entreprises pour leur offrir un cadre de stage. Deuxièmement, c'est faciliter aussi leur accès à l'emploi à la fin de leur parcours académique. Et enfin, nous voulons aussi que vous puissiez nous accompagner dans ces projets en le soutenant par un engagement financier. Parce que les études, ça coûte. Pour que nous puissions nous associer, entreprises, provinces, fondations, que cette tripartite-là puisse donner une belle opportunité à notre jeunesse. L'un des boursiers et anciens élèves de l'Institut Okweli évoluant en France dans le domaine du génie civil a reconnu la pertinence de la bourse en remerciant les autorités provinciales et la Fondation Denise Nyakirou Tshisekedi. Clément Mufunji Chinat Karl a salué cette initiative de la distinguée première dame Denise Nyakirou Tshisekedi qui constitue une ressource stratégique et incontournable. Il a lancé un appel aux opérateurs économiques du Lualaba d'investir dans cette initiative pour une main-d'œuvre qualifiée et emboîter le pas du gouvernement provincial pour l'avenir radieux de la jeunesse lualabaise. Excellence Lualaba Board ne se limite pas à un simple programme pédagogique. Il se profile comme un moteur de transformation sociale et économique. La jeunesse constitue notre capital humain, le plus précieux, notre levier d'espoir et de prospérité. Nous exhortons donc, vous, les opérateurs économiques, que la province a déjà fait son pas. Maintenant, c'est à votre tour d'accompagner la première dame dans ce programme ambitieux en souscrivant au financement du programme, en établissant un contrat avec vous, opérateurs économiques, pour les stages des jeunes et aussi leur emploi à la fin de leur formation. Cette rencontre a permis aux responsables de la Fondation Denise Nyakirou Tshisekedi et les autorités de la province du Lualaba d'éclairer la lanterne sur le choix des filières choisies en premier lieu et le soutien tant matériel, financier et moral que les opérateurs économiques doivent apporter aux boursiers. Leur engagement dans les entreprises après les études et leurs stages. Et puis, commandé à la société Somati au cours de sa mission au Royaume de Belgique, le camion anti-incendie de l'aéroport international des Kolwezi sont déjà opérationnels. Les constats ont été faits lundi 21 juillet 2025 par la délégation de la commission aménagement du territoire de l'Assemblée nationale en séjour de travail au Lualaba. Ces représentants du peuple congolais ont salué le management féminin au sommet de l'exécutif provincial pour la modernisation du secteur aéroportuaire de la République démocratique du Congo sous l'impulsion du président Félix Antoine Tshisekedi. Acquis sur fonds propres de la province à Somati à Bruxelles, lors du séjour de travail de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, ce camion d'anti-incendie mis à la disposition de la RVA sont déjà opérationnels à l'aéroport national de Kolwezi. Lors de leur visite des ouvrages réalisés par la province, les élus nationaux, membres de la commission permanente, aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication sous la conduite du ministre provincial des infrastructures et travaux publics, Moïse Moukepe Kailou, ont également découvert ces camions entreposés à la caserne de pompiers récemment inaugurée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les élus nationaux ont apprécié la performance de ces engins de dernier cri avec un système d'extinction efficace de l'incendie de plus de 80 mètres. Cela grâce à l'esprit managérial de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini.
Restons toujours dans la province du Lualaba. Mardi 22 juillet 2025, les experts et acteurs de l'environnement du Lualaba étaient en atelier de consultation pour la révisitation de la politique nationale de l'assainissement en vue de l'intégration de la résilience climatique. Réunis dans la salle des conférences du ministère de l'Intérieur, c'est le ministre provincial du Plan et Budget Mathieu Kazembe, représentant son collègue de l'environnement et développement durable, qui a procédé au lancement et à la clôture de ces assises d'un jour. Suivez. Cet atelier de consultation des acteurs environnementaux du Lualaba, organisé par la coordination provinciale de l'environnement et développement durable avec l'appui du ministère de tutelle en province sous l'égide du secrétariat général à l'environnement et au développement durable, avait pour objectif de collecter des avis qui devront permettre la révisitation de la politique nationale de l'assainissement PONA, mise en œuvre depuis 2013 en vue de l'intégration de la résilience climatique. Reconnaissant les défis croissants du changement climatique et de la transition énergétique, Mathieu Kazembe Swana, ministre provincial du Plan et Budget, représentant son collègue de l'environnement, a, au nom de la gouverneure Masuka Saini, sollicité la participation active de toutes les parties prenantes dans les propositions en vue de permettre à la population de bénéficier des services de l'environnement adéquats. Il est plus que jamais nécessaire d'adapter nos stratégies pour renforcer la résilience de nos systèmes d'assainissement, la bonne pratique environnementale. Cet atelier représente une opportunité de partage et de propositions innovantes pour une gestion saine selon l'art de l'écosystème. Ainsi donc, vos contributions seront déterminantes pour élaborer une politique actualisée capable de répondre aux enjeux climatiques tout en garantissant l'accès équitable des services d'assainissement durable. Henri Kabange, coordonnateur provincial de l'environnement et développement durable, qui a retracé un tableau de l'environnement au Lualaba, a exhorté les participants à formuler des recommandations pouvant booster ce secteur. Nous sollicitons à vous, acteurs provinciaux, présents à ces assises, de formuler vos avis en tenant compte des réalités de notre province, afin que ceux-ci soient intégrés dans les documents finaux attendus à l'échelle nationale pour servir de soubassement à la révisitation de la politique nationale d'assainissement. Les enjeux et défis, mais aussi l'état de lieu de la politique nationale d'assainissement ont été passés au peigne fin par Arsène Dandoula, directeur provincial d'assainissement, et Jean-Pierre Kaembe, expert en matière environnementale, bien avant la séance des panels qui ont abouti aux amendements qui seront transmis à Kinshasa pour la révisitation de la PONA. Ayant procédé à l'ouverture, Mathieu Kazembe a, lors de son mot de clôture, félicité les participants et croit que ces avis apporteront de bons résultats, les invitant à la multiplication de ce genre de rencontres capitales pour la santé de l'homme. Prenons à présent la revue de presse des journaux parus ce mercredi dans la ville de Kinshasa. C'est l'heure de lire quelques parutions de tables commerciales d'envergure destinées à consolider les relations bilatérales entre les deux pays. L'annonce a été faite le mardi 22 juillet à l'issue d'une réunion stratégique tenue à Kinshasa entre le ministre congolais du commerce extérieur, Julien Paluku, et l'ambassadeur des Émirats arabes unis en RDC. En croire le journal, cette attente qui devrait notamment renforcer la coopération dans plusieurs secteurs constitue une étape importante dans le cadre du projet DP World relatif à la... Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, le rappel du titre. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.